Voilà, l'enregistrement est commencé. Alors donc ce soir, j'avais envie de vous présenter une expérience, une conférence expérience. Donc la première partie va être consacrée à vraiment l'explication du concept. Et puis ensuite, on va essayer d'en faire l'expérience. Parce que pour moi, des concepts abstraits, de la théorie, ça ne sert pas à grand-chose. En fait, on est vraiment venu là pour faire une expérience. Et le but de ce groupe de transformation, c'est justement de pouvoir faire l'expérience de toute cette théorie que j'essaie de vous transmettre. Alors, ce soir, la conf expérience a pour thème le karma compost. Alors, karma compost, c'est pas une expression qui existait il y a longtemps, c'est moi qui, voilà, ça m'est venu dans mon cerveau. Alors, karma, vous savez ce que c'est, ou en tout cas, on va le redéfinir. On en a déjà parlé, on a fait déjà plusieurs séances au sujet du karma. J'en ai beaucoup parlé aussi dans une masterclass sur les huiles essentielles et la sphère psycho-émotionnelle. Et le compost, si vous avez déjà fait du jardin, ou en tout cas si vous avez un compost chez vous, vous savez ce que c'est. Ce sont toutes ces matières organiques, ces déchets organiques qu'on met tous ensemble et qui, à l'aide d'oxygène et d'eau, deviennent un terreau fertile pour faire pousser autre chose. Donc voilà peut-être déjà dans votre esprit deux mots qui à la base ont l'air d'être complètement opposés, mais que j'ai rassemblés et peut-être que vous commencez à voir quelque chose qui se dessine peut-être. Alors, je ne vois pas l'écran où d'habitude je vois si je dois laisser entrer ou sortir de la salle. Donc, si jamais vous voyez quelqu'un qui est sorti de la salle ou qui veut rentrer dans la salle, n'hésitez pas à me le signaler parce que je ne le vois pas. Alors, ce que je voudrais préciser aussi avant que je ne rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est que ce que je vais vous dire ce soir, ce n'est que le fruit de mon imagination. C'est pas une vérité, c'est pas écrit quelque part dans un livre. C'est vraiment, je me suis laissée guider par mon imagination et c'est parce que c'est mon imagination qui me l'a dicté que j'y crois. Parce que moi, l'imagination, c'est pour moi quelque chose de très puissant. C'est quelque chose pour moi, c'est comme si c'était l'univers qui chuchote à mon oreille, qui demande à manifester ses désirs. Et donc, j'ai décidé de me mettre au service, d'être un instrument de l'univers. Et donc, j'ai décidé de me mettre au service de cette imagination de l'univers et de laisser venir tout ce qui me vient. Et après, si je trouve ça particulièrement intéressant, de le partager. Alors, j'ai tout qui a disparu. Je vais essayer de récupérer mon écran. Voilà. Pardon. Petit problème technique. Voilà. Donc, j'ai déjà parlé du karma, mais j'aimerais bien quand même le redéfinir. Le karma, j'entends souvent des personnes, enfin, j'ai déjà entendu ça souvent et certainement que vous aussi, qui leur définition du karma, c'est par exemple, on est en train de parler de quelqu'un, on est un peu en train de parler derrière son dos, en train de dire du mal de quelqu'un, et puis boum, on se cogne le coude, ouf, on dit, ah voilà, ça c'est le karma. Comme si le karma, c'était action-réaction. Je fais quelque chose de mal ou j'ai une mauvaise pensée, et hop, il y a quelque chose dans l'univers qui me renvoie la balle et qui me fait souffrir comme si je devais payer, comme si c'était le prix à payer pour mes mauvaises pensées ou mes mauvaises actions. Alors, je pense que le karma, c'est un petit peu plus que ça. Le karma, pour moi, c'est vraiment une loi universelle. J'ai parlé aussi longuement des lois qui régissent l'univers, et pour moi, la loi du karma, c'en est une. Alors, c'est vrai qu'on pourrait la définir comme action-réaction, mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà simplement de action-réaction. Alors, il y a d'autres personnes qui pensent que le karma, c'est par exemple une loi qui dirait que toutes nos actions dans cette vie-ci ont une répercussion sur
l'incarnation suivante. Donc, ce sont des personnes qui croient dans la réincarnation, notamment les bouddhistes, et ils vont penser, ils vont croire que tout ce qu'on fait dans cette vie-ci aura une répercussion sur l'incarnation suivante. D'ailleurs, dans certaines religions aussi, on parle du jugement dernier. Et le jugement dernier, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu comme si, au moment de notre mort, il y avait un juge qui venait faire le compte de nos bonnes actions, de nos mauvaises actions, qui les mettait dans une balance et qui allait déterminer en fait ce qui va advenir de notre âme. Est-ce que notre âme va aller du bon côté ou du mauvais côté? Alors, qu'on soit chrétien, qu'on soit athée, qu'on ait une religion de prédilection ou pas, je pense que chacun de nous a en lui ou en elle une espèce de voix intérieure qui fait ou qui pense savoir faire la distinction entre une bonne et une mauvaise action. Parce que selon la loi du karma, c'est plutôt, on a l'impression que ce sont les mauvaises actions qui sont punies, qui nous créent du karma. Et cette petite voix à l'intérieur de nous qui pense savoir faire la distinction entre une bonne et une mauvaise action, c'est notre conscience. Par exemple, si on regarde un film, si on voit, je sais pas moi, un animal ou un enfant torturé, bah, ça va provoquer en nous, ou la plupart d'entre nous, une espèce de malaise, même si on sait que c'est une fiction et que ce n'est pas la réalité. C'est comme si on avait un programme inné qui va nous faire réagir d'une certaine manière selon certaines situations. Un peu comme si cette morale, elle était innée. Il y a des choses qu'on va apprendre, il y a notre éducation, mais il y a aussi quelque chose d'inné. Si je vous demande quelque chose d'encore plus peut-être difficile à imaginer, mais c'est vraiment pour vous mettre en situation, si je vous dis par exemple que est-ce qu'il vous serait possible de manger un cadavre humain, par exemple, eh ben, vous allez sentir une espèce de rejet, peut-être même une nausée instinctive, rien qu'à y penser, parce que c'est un acte qu'on considère comme horrible. Alors ça, je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec ça, que le fait d'imaginer ça nous répugne quelque part, parce qu'il y a comme un programme à l'intérieur de nous qui nous dit qu'on ne mange pas de la chair humaine. Ça, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Pourtant, je me souviens d'une histoire, je me souviens d'un film que j'avais vu il y a très longtemps, j'étais adolescente, qui s'appelle Les Survivants, peut-être que vous l'avez vu, et qui raconte l'histoire d'un groupe de personnes, je pense que c'était une équipe de rugby avec la famille, des amis, etc. Et l'avion s'écrase dans une chaîne de montagnes. Alors, il y a des survivants, et je sais pas, il y a une soixantaine de personnes au départ, et je pense qu'il y a plus ou moins 20 personnes qui survivent, en tout cas, c'est ce que le film raconte. Et elles survivent naturellement au crash, mais après, il faut survivre dans le froid glacial, ça c'est déjà une chose, et après, il faut survivre au manque de nourriture. Et là, c'est là où cette histoire m'a beaucoup marquée. Vraiment, j'avais, à l'époque, je me souviens que j'avais vraiment les viscères, vraiment quelque chose à l'intérieur de moi voilà, qui était retourné. À un moment donné, il commence à évoquer la possibilité de consommer les cadavres pour survivre. Alors, il s'ensuit tout un débat, etc. Et à un moment donné, il y en a un qui décide de faire les premiers pas, qui décide à manger un des cadavres en se disant, de toute façon, il est mort et on ne sait plus rien faire pour lui. Et nous, on va mourir aussi si on ne le mange pas. Et ça, cette histoire, pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est parce que ça nous montre que un acte aussi horrible, parce qu'on vient de le considérer horrible il y a 2 minutes ou 3 minutes avant que je vous raconte cette histoire, quand il s'agit de l'instinct de survie, c'est-à-dire que quand il s'agit d'une loi naturelle, parce que la nature, elle veut aller elle veut aller vers la vie, elle tend vers la vie, elle veut conserver la vie. Pour obéir à cette loi naturelle, on va aller enfreindre une des règles, une des lois de morale humaine.
Et ça va être plus fort que notre empathie ou que notre morale. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec le karma? Eh bien, si on considère que le karma, euh, c'est quelque chose qui nous arrive et qui dépend de nos actions, bonnes ou mauvaises actions, on pourrait se demander, mais alors, qu'est-ce qui est une bonne action, qu'est-ce qui est une mauvaise action? Dans ce cas-ci, on vient de se rendre compte qu'une mauvaise action pouvait au fond être une bonne action. Alors, qui décide en fait si quelqu'un ou quelque chose se base sur le fait que c'est une mauvaise ou une bonne ou une mauvaise action pour créer du karma? Qui choisit? Ou qu'est-ce qui choisit? Parce que ça ne peut pas être la conscience humaine, parce que la conscience humaine, c'est un petit peu comme un joueur de foot. Il ne peut pas être en même temps juge de touche, parce qu'il ne voit pas le match avec le même angle de vue. Donc, ça ne peut pas être la conscience humaine. Alors, qu'est-ce qui fait, en fait, l'arbitre dans le grand match de la vie? Pour comprendre le karma, pour vraiment le comprendre, c'est-à-dire vraiment le percevoir, et vraiment comprendre ce que c'est, et y obéir ou ne pas y obéir, ou savoir comment le détourner peut-être, on a besoin de comprendre comment ça fonctionne. Et pour savoir comment ça fonctionne, il faudrait savoir sur quoi on se base. Qu'est-ce qui fait les bonnes et les mauvaises actions? Alors je me dis, à ce stade-là, peut-être que c'est utile de ne plus regarder le karma comme quelque chose de métaphysique, comme quelque chose de basé sur des lois morales, mais vraiment d'observer ce qui se passe dans la nature au point de vue physique. Parce qu'on est quand même dans un monde de matière, de réalité matérielle. Et donc, je me dis, qu'est-ce qui se passe avec cette loi d'action-réaction dans le monde de la matière? Alors, si je prends par exemple ce stylo et que je décide de le jeter par terre, eh ben, je le laisse tomber, ben, il va tomber sur le sol. J'ai exercé une action, jeter le crayon avec une certaine force, il tombe. Il tombe pourquoi? Parce qu'il est à la fois poussé par ma force et aussi il est attiré par la force de gravité qui vient de la Terre. Donc il y a deux forces qui l'amènent vers le sol. Il y a à la fois la mienne qui le pousse vers le bas et la Terre qui l'attire à elle. En tombant, il va heurter le sol et probablement qu'il va rebondir un petit peu. Ça, c'est la réaction. Action, réaction. Pourquoi est-ce que le crayon rebondit? Parce que le sol, il exerce aussi une force de résistance. Et ce sol va repousser le crayon vers moi. Donc, il y a à la fois, je lance le crayon avec une certaine force, la terre l'attire, le sol exerce une force vers moi, la force de gravité continue à l'attirer. Donc, il y a toutes sortes de forces qui sont à l'œuvre de manière complètement invisible, imperceptible, parce que nos sens sont très limités, en fait. Nos sens humains sont malheureusement très, très limités. Mais ces œuvres, ces forces sont à l'œuvre, qu'on le veuille ou non, et qu'on le perçoive ou pas. Alors, à un moment donné, auquel le crayon va rebondir, mais à un moment donné, il va se stabiliser sur le sol. Alors, est-ce que cette stabilité, est-ce que cette immobilité, ce retour à l'équilibre, on va dire, puisque il était en équilibre dans ma main, je l'ai jeté sur le sol, il a perdu l'équilibre, à un moment donné, s'est stabilisé sur le sol, il est retourné à l'équilibre. Ça, c'est ce que la nature cherche tout le temps. La nature cherche l'équilibre, soit maintenir un équilibre, soit retourner à un équilibre perdu. Alors, est-ce que, quand ce crayon, j'espère que ce n'est pas trop technique comme explication, mais je pense que c'est important de faire une référence à la physique pour pouvoir faire une analogie après. J'espère que ça ne vous ennuie pas et que ça ne vous endort pas. Accrochez-vous. Donc, je disais, est-ce que ce crayon, une fois qu'il est tombé sur le sol, est-ce qu'il est dans un état figé? Est-ce que vous pensez que rien ne se passe quand le crayon est immobile au sol? Ben non, bien sûr.
comme je disais, ces mêmes forces de résistance et de gravité sont tout le temps à l'œuvre, invisibles, impalpables, mais elles agissent. Et si, au lieu du crayon, j'avais jeté un ballon beaucoup plus léger, ben plus il est léger et plus le sol est dur, plus il va rebondir. Donc il y a aussi une idée de densité. Plus on est dense, plus on va offrir une résistance. Et moins on est dense, et plus on va subir la force, on va dire. Si je jette une pierre dans l'eau, ben, elle va certainement couler au fond. Et si je jette une petite pierre plate à la surface de l'eau, eh bien, je vais pouvoir voir à la surface des petits cercles. Je vais pouvoir vraiment visualiser les vibrations, l'onde qui se transmet de ma main à la pierre et à l'eau. Donc, toutes ces observations nous permettent de réaliser que toutes nos actions sont des forces, des ondes, des vibrations, on va dire, qui ont une direction, une intensité, une fréquence, qui dépend de notre propre densité et que la puissance de notre action ou la vitesse et la force de résistance ou d'attraction du milieu dans lequel on évolue vont recevoir en retour et nous allons recevoir une réaction de ce milieu. Donc, action, réaction. Tout ça pour arriver à conclure que dans la nature, il y a bien ce principe d'action-réaction qui est dans tout, qui est dans toute chose, et comme nos pensées, nos émotions, tout ce qu'on émet, on va dire, avec notre corps, c'est aussi des vibrations, ils ont aussi une fréquence. Donc, on pourrait dire que puisque nos émotions, nos pensées ont aussi une intensité, ont aussi une vibration, elles vont se comporter exactement de la même façon que mon crayon. Elles vont avoir une action dans un milieu et le milieu va lui renvoyer une réaction en retour. Est-ce que ça fait sens pour vous? Alors, je ne vous vois plus. Je vais revenir un instant sur... voilà, tout le monde est encore bien. Est-ce que ça fait sens tout ça? Est-ce que ça... Oui. Natacha a dit oui, c'est parfait. Alors, je regarde parce que je vois qu'il y avait des messages dans le chat et que je n'avais pas vu. Ok. Ok. Voilà. Donc cette petite explication, peut-être un peu technique, mais je pense que vous avez compris là où je veux en venir, en fait, et que c'est important de pouvoir faire une analogie après avec ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, de notre tête, et ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. On n'est pas séparés de tout ça, ça fait partie d'un tout. Alors, pour revenir à mon exemple tout à l'heure de quand on se cogne le coude et quand on parle mal de quelqu'un, on se cogne le coude, on pourrait se dire, par exemple, j'imagine que la jalousie, par exemple, et l'instinct de survie n'ont pas la même vibration, n'ont pas la même fréquence. On pourrait imaginer que ce qui nous vient en retour par rapport à la jalousie ou par rapport à l'instinct de survie va être sur la même fréquence que ce qu'on a envoyé pour que ça reste en équilibre. On va dire que ces deux forces rentrent en résonance. Donc, on pourrait dire, par exemple, que blesser quelqu'un même en parole, ça crée du karma. Dire du mal d'une personne, ça crée du karma. Avoir de la rancune envers quelqu'un, crée du karma. Faire l'amour à son partenaire parce qu'on en a envie, ça crée du karma. Et même donner de l'argent aux pauvres avec une certaine satisfaction de faire une bonne action, ça crée du karma. Vouloir sauver son père ou son conjoint de l'alcoolisme, ça crée du karma. Vouloir aider les autres, ressentir de la fierté, ça crée du karma.
ressentir de la joie, de la satisfaction quand les gens nous remercient parce qu'on a fait une bonne action, ça crée du karma. Donc en fait, les actions qu'on considère comme bonnes ou mauvaises, peu importe, toutes nos actions créent du karma. Alors, qu'est-ce qui ne crée pas de karma? Selon cette idée, seules les choses qui sont faites sans intention, complètement sans intention, sans intérêt, ne créent pas de karma. Il est intéressant de noter aussi que la plupart de nos comportements sont dictés par notre inconscient ou par l'inconscient collectif ou par notre vécu, par notre ego. Et que nos comportements, que nos actions soient conscientes ou inconscientes, qu'elles soient dotées d'une bonne intention ou d'une mauvaise, ça revient au même, ça crée du karma. Donc tout ce qui est fait avec une intention, bonne, mauvaise, consciente, inconsciente, crée du karma. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que ces karmas existent? Parce que tout ce qu'on fait, c'est une action. Et que chaque action, puisque la loi du karma cherche à rétablir un équilibre, il va y avoir une réaction. Le karma, ce n'est qu'une réaction. Et de nouveau, si on observe la nature, parce que la naturopathie, c'est sa philosophie, c'est d'aller puiser dans la nature une certaine sagesse, un certain enseignement. D'ailleurs, je pense que tous nos enseignements viennent de la nature. Quand on observe dans la nature, on observe la nature, quand on observe notre propre organisme, on se rend compte que le retour ou le maintien à l'équilibre se fait par l'élimination de déchets. On parle beaucoup de l'élimination de déchets, la détoxination, la détoxification en naturopathie, cette élimination des toxines ou de cette énergie qui stagne, comme en Reiki, comme en acupuncture. On va donc essayer d'éliminer quelque chose. Donc, on pourrait voir le karma comme une élimination des énergies à charge négative. Et quand je dis négative, c'est dans le sens électrique du terme, avec une charge négative. On peut le voir aussi comme une purification. Donc, le karma, ce n'est pas quelque chose de négatif, en fait. C'est une manière pour l'univers, pour la nature, on va dire, de se purifier afin de revenir à un certain équilibre qu'elle avait perdu. Est-ce que tout ça, ça fait sens en vous? Est-ce que ça résonne? Est-ce que vous comprenez l'analogie? Est-ce que vous voyez d'où m'est venue cette pensée? J'espère que c'est clair. Alors, bien sûr, je ne cherche pas à convaincre, je ne cherche pas à ce que vous me disiez oui, 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 tu as raison. L'idée, c'est peut-être que ça résonne en vous. Voilà. Parce que je me dis que de comprendre le processus du karma, ça peut nous apprendre beaucoup de choses sur nos vies et surtout sur des événements parfois traumatiques, douloureux, difficiles qui arrivent dans notre vie et on se dit mais pourquoi en fait, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et quand on dit c'est ton karma, on a l'impression qu'on a fait quelque chose de mal et que du coup on est puni. Alors qu'en fait, selon la loi du karma, et j'espère que petit à petit, vous développez une certaine compréhension de ma pensée, le karma, c'est pas une punition. Par exemple, quand on entame un chemin spirituel, par exemple, on va commencer à rentrer dans une certaine religion, ou bien on va faire de la méditation, on va faire du yoga aussi, eh bien souvent, il nous arrive des choses difficiles. Alors qu'en fait, on cherche le bien, on cherche à faire du bien, on cherche à se purifier, on cherche à trouver un sens à sa vie et l'univers nous renvoie comme comme des tests, un peu comme le Jésus qui est parti dans le désert et qui a été soumis à la tentation. C'est comme si l'univers, on a l'impression en fait que l'univers nous
nous ramène du côté obscur de la force alors qu'on cherche la lumière. Alors qu'en fait, ce n'est qu'une loi d'action-réaction. Quand on commence un chemin spirituel, très rapidement, on se rend compte que presque tous les chemins spirituels passent par cette idée de purification. En yoga, on va aller chercher à purifier les nadis, les canaux énergétiques, ou qui sont appelés méridiens aussi, qui assurent la circulation du prana ou l'énergie vitale. En méditation, on va chercher à purifier ses pensées. La plupart des religions aussi enseignent des rites de purification du corps. Quand je suis allée à Jérusalem, j'ai pu voir tout près du temple des grands anciens bassins d'eau où, avant d'entrer dans le temple, on faisait ces ablutions, donc on se nettoyait complètement afin d'être pur pour aller dans le temple. Donc, on voit que, quel que soit le chemin spirituel qu'on emprunte, il y a cette idée de purification, de nettoyage. Et je me dis, si cette idée de se nettoyer, d'éliminer des déchets, ok, de se purifier, mais si on les élimine, où vont-ils? Où vont ces déchets et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et c'est là, en fait, où ma réflexion est allée encore plus loin. Je me suis dit, ok, on essaye d'éliminer les déchets de nos pensées, les déchets de nos actions, les déchets de... Parce que quand je dis déchets, c'est plutôt résultat, on va dire, parce que quand on parle de déchets, c'est peut-être parfois péjoratif, c'est pas toujours péjoratif. Par exemple, dans la nature, de nouveau, qui reste quand même notre principale source d'enseignement, on remarque que, c'est super bien fait, le déchet, on va dire, de notre respiration, c'est-à-dire quand j'inspire et j'expire, au moment où j'expire du CO2, du gaz carbonique. Et ça, c'est un déchet. La respiration, c'est quelque chose dont je me débarrasse parce que mon corps n'en a pas besoin. Eh bien, quand on observe la nature, on se rend compte que ce CO2, ces gaz carboniques, en fait, est utilisé comme source d'énergie par les arbres pour faire leur photosynthèse avec la lumière, naturellement. La photosynthèse qui est en fait quelque part la propre respiration des arbres. Donc, le déchet de ma respiration sert à la respiration des arbres, à leur photosynthèse. Et inversement, leur respiration, leur photosynthèse produit un déchet. Alors, c'est pas que c'est toxique, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste qu'ils s'en débarrassent. Et ce déchet, c'est l'oxygène. Et cet oxygène, c'est ce qui nous permet d'être en vie. Donc, on voit dans la nature, et on le voit aussi par rapport aux excréments et même aux dépouilles des êtres vivants qui vont venir fertiliser la terre et nourrir les prochains êtres vivants, on voit qu'il y a un écosystème entre ce qu'une personne rejette, ce qu'une personne élimine et une récupération par quelqu'un d'autre pour s'en nourrir. J'ai trouvé cette image particulièrement parlante et mon esprit a fait l'analogie avec le karma. Puisque je me suis dit, puisque le karma est une manière d'éliminer des choses, alors quelque chose doit les récupérer et on doit pouvoir s'en servir. Et c'est là où m'est venue cette idée de karma compost, cette idée de compost géant où ce serait comme un écosystème en fait, où la purification des actions des uns sert à la survie des autres. Un peu comme le compost au jardin, qui est composé de tous les déchets organiques, grâce à l'oxygène et grâce à l'eau, se dégrade, se transforme, se transmute en une matière fertile. Et donc, pour conclure cette petite présentation du karma compost, je dirais que selon cette pensée-là, toutes nos actions seraient nécessaires en fait. Que nous les jugions bonnes, que nous les jugions mauvaises, qu'elles soient moralement bonnes, qu'elles soient moralement mauvaises, en fait, elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires et elles servent à rétablir un certain équilibre parce que, à un moment donné,
il y a eu un déséquilibre qui a été causé peut-être par une de nos actions anciennes ou par une action d'un de nos ancêtres ou par une action d'un de nos voisins. Donc, le karma serait nécessaire à l'équilibre de la vie. C'est une action, c'est une réaction à nos actions, mais aussi à nos pensées, à nos vibrations, à nos émotions. Et donc, je le compare à une espèce de compost énergétique qui transforme, qui transmute nos actions, nos pensées, nos vibrations, plutôt à charge négative, en une matière fertile, source de vie et d'évolution pour les autres êtres vivants. Voilà une manière d'aborder le karma complètement différente que la plupart des choses que j'ai déjà lues ou que qu'on m'a déjà transmis. Je ne sais pas si ça résonne en vous, si ça vous parle particulièrement, cette idée que toutes nos actions sont nécessaires, que tout ce qui se passe dans le monde, même si les guerres, les disputes, les décès, que tout ça, en fait, est nécessaire à la vie et ne fait que rétablir un certain équilibre. Alors peut-être que c'est une extrapolation, peut-être que c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, c'est bien possible. Mais voilà, en fait, voilà le fruit de ma pensée. Et ce que j'avais envie ce soir, c'était de faire l'expérience, d'aller voir si on peut entrer dans ce compost, le matérialiser, le visualiser, de manière à le rendre réel dans notre réalité, là. Est-ce qu'on peut le faire tous ensemble? Est-ce que ça vous intéresse? Et donc pour ça, j'ai imaginé une petite visualisation guidée, de manière à vous faire vraiment rentrer dans cette expérience-là. Alors, je vais juste retourner un instant sur le Zoom, voir. J'ai perdu quelqu'un en chemin, mais je ne vois personne dans la salle d'attente. Ok, c'est ça surtout qui me tracasse, c'est au cas où quelqu'un essaierait de revenir et ne pourrait pas rentrer. D'accord, alors si vous êtes prête, parce que je pense qu'aujourd'hui on n'est que des femmes, si vous êtes prête, on peut commencer cette visualisation guidée. Alors donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement, comme d'habitude, plus confortablement possible, là où vous ne serez pas dérangé, là où vous serez à l'aise pour faire cette expérience. Donc nous allons ensemble, à présent, tenter de manifester, c'est-à-dire comme si on pouvait rendre réel, en tout cas une image, de visualiser le compost du karma universel, donc pas seulement votre karma ou mon karma, mais ce karma universel dans lequel se déverse votre propre karma et le karma de toutes les personnes ici présentes et toutes les personnes qui existent au monde. Donc, il ne s'agit pas, comme vous l'aurez certainement compris, d'essayer d'activer le processus en se disant mais je vais essayer de nettoyer mon karma le plus vite possible. Donc ça, c'est pas le but, puisque mettre une intention ne ferait que se recréer encore du karma. Donc c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de simplement visualiser, manifester, l'accepter aussi dans votre réalité, si vous le voulez. En tout cas, de le conscientiser. Conscientiser, ça veut dire j'en prends conscience. Avoir conscience, c'est je sais que je sais. Avoir conscience de son karma, c'est un petit peu comme prendre conscience qu'on est assis le dos voûté. Dès que j'en prends conscience, hop, automatiquement, je me redresse. Je ne dois pas me dire, ben, redresse-toi. Automatiquement, mon corps, il prend conscience, il se redresse. Eh bien, ce que j'ai envie, c'est qu'ensemble, on ait conscience de ce karma et qu'automatiquement, quelque chose en nous se redresse.
Donc, à présent, j'invite toutes celles qui ont envie de faire cette expérience à fermer les yeux sur la réalité extérieure, puisque cette réalité extérieure n'est en fait qu'une interprétation de ce que vos sens ont perçu et qui ont été interprétés par votre cerveau. Ce n'est donc qu'une réalité parmi de nombreuses autres réalités. Vous fermez donc les yeux sur cette réalité-là. Vous inspirez profondément par le nez, en gonflant le ventre, la poitrine, jusqu'aux clavicules. Et vous expirez par le nez complètement. Ça veut dire en vidant complètement vos poumons. Et vous l'aurez compris, le but d'inspirer profondément et d'expirer complètement, c'est parce qu'aujourd'hui, vous avez conscience de participer au nettoyage du karma des arbres, à la respiration des arbres. Inspirez profondément par le nez et expirez complètement par le nez. En fermant les yeux, vous vous ouvrez à un infini de possibilités. Ce troisième œil est omniscient, il sait tout, il voit tout, il perçoit tout, que nous soyons conscients ou pas. Ce troisième œil est situé en arrière de la tête, au niveau des sourcils, entre les deux yeux, au milieu du crâne. Et c'est lui maintenant qui s'active et vous inspirez profondément par le nez, calmement, et vous expirez complètement, calmement par le nez. Très bien. Toujours les yeux fermés. Vous allez à présent tester les perceptions de ce centre de l'intuition. Vous allez, sans ouvrir les yeux, imaginer où se trouve le mur devant vous. Appréciez la distance. Où se trouve le mur derrière vous, le plafond, le sol, peut-être une porte, une fenêtre. Ce troisième œil est capable de voir, d'entendre, de circuler, car c'est votre conscience qui perçoit, qui circule. Ce troisième œil n'a pas de poids. Il peut, par exemple, s'envoler par la fenêtre, se promener dans la rue, survoler votre maison, votre bâtisse d'appartement. Il peut se promener dans la rue. Il peut même voler vers le futur ou vers le passé. Il suffit pour ça de se laisser porter, de planer simplement, tout en douceur, simplement se laisser porter, planer simplement. En toute sérénité, en toute sécurité. Simplement observer, sans effort,
sans intention, sans désir, simplement se laisser porter. Juste laisser défiler le paysage comme si on avait le visage appuyé à la fenêtre d'un avion. En bas, il y a des petits points, peut-être des personnes, des voitures, des maisons, peu importe. Elles sont tellement minuscules, nos vies d'en bas. Elles sont insignifiantes. Alors, on se concentre sur les nuages lents qui s'étirent. On se concentre sur le soleil, la lumière, et puis sur le rien. Oui, voilà. C'est le rien qui nous accueille avec tant de bienveillance et de sérénité, de calme. Le rien, ce n'est pas le vide. Ce n'est pas le vide puisque je vole dedans. Si je vole dedans, c'est qu'il y a une matière. Mais ce que j'observe, c'est le rien. Ce rien délicieux aux senteurs d'enfance. Ce rien qui sent la vanille et le miel et les fleurs. Ce rien bienveillant qui me berce, qui me porte, qui m'emporte. Je baigne dans ce rien, précurseur des choses à venir, parfait équilibre, équilibre parfait. Je flotte sans effort, sans résistance, sans désir, sans attente ni intention. Je flotte comme dans le ventre de ma mère, juste par bien-être, par acceptation des choses. Je flotte. Je ne suis pas encore, car pour être, il faudrait naître. Et pour naître, il faudrait avoir envie, envie d'ailleurs, envie d'être en vie. Il faudrait avoir envie d'autre chose. Envie, avoir envie, être en vie. Envie de faire cette expérience-là. Sentir un poids, une réalité, sentir une peau toute douce, sentir la douceur, la chaleur des bras qui m'étreignent, un cœur qui bat, un cœur qui éprouve, une sensation, une émotion, une joie. La joie de sortir du rien, de me connecter autrement que par la conscience à d'autres énergies, me connecter à ces énergies par le toucher, la caresse, les baisers, me blottir dans leurs bras, sentir une attraction qui me ramène à eux sans cesse. Et puis parfois, sortir de ses bras, marcher, être debout, voir loin, voir haut, marcher, découvrir, fouler le sol, la rugosité de la terre, la tendresse de l'herbe nouvelle, et puis courir, conquérir, être essoufflé, avoir le cœur battant, preuve tangible que ce rêve merveilleux continue, et rêver encore, imaginer d'autres choses, des papillons, des fleurs, des forêts, des lacs,
des mers tièdes et des pics glacés, chaque extrême me faisant battre le cœur encore plus vite, preuve tangible que le rêve est en cours, et je rêve encore. Me donner, m'abandonner, me laisser prendre, aimer, être aimé, sauter dans les pièges, à pieds joints, mains liées, me rendre esclave, aimer, être aimé, chercher l'amour, le trouver, le perdre, perdre ma liberté, créer l'amour, donner la vie, donner un sens à ma vie, et puis un jour partir, mourir, fermer les yeux, juste pour un instant ou pour longtemps, juste pour pouvoir apprécier comme il est bon, comme il est doux, de fermer les yeux et de plonger dans le rien. Le rien, source de tous les possibles, de toutes les quiétudes, source de paix, où tous mes rêves viennent se conjuguer à ceux des autres consciences. Car dans ce rien, tout nous berce, nous porte et nous emporte, jusqu'à ce que l'amour nous appelle encore, crée en nous une envie, celle d'être en vie. Ce rien, doux et tendre, invisible et imperceptible, par nos pauvres sens d'êtres humains limités, c'est le compost de nos vies. En son cœur s'y mélangent toutes nos expériences, tous nos souvenirs, nos peurs et nos émotions, toutes nos actions, toutes nos rancunes, tous nos pardons, toutes nos prières, toutes nos envies, tous nos rêves, tous nos succès et tous nos échecs, tous nos amours et toutes nos haines, tous nos manquements, nos imperfections, nos faims, nos perversités et tous nos gestes d'amitié, nos actions de grâce, notre empathie, notre gentillesse, nos rires, notre camaraderie, nos encouragements, nos marques d'affection, toutes ces cicatrices, ces battements de cœur, ces battements de cils, ces battements d'ailes, ces inspirations, ces derniers souffles. Ce compost accueille tout dans un grand creuset, grand comme l'univers, chauffé par les étoiles. Et là, mijote nos destins jusqu'à totale tendresse, jusqu'à dissolution complète, jusqu'à ce qu'il ne reste rien, ce rien précieux et délicat, invisible et puissant, toile de fond où se fondent les secrets de nos âmes, fondent nos rêves, tels des sucres dans le lait chaud, un rien prêt à nourrir l'infini de tous les possibles. Voilà, tu viens peut-être de baigner dans le compost de ce karma universel, et qui sait, de percer à jour le secret de la vie, de la mort et du karma. Mon souhait ce soir est que tu en ressortes nettoyé, lavé, purifié, propre, propre comme un sous-neuf, prêt à appréhender la vie sous un autre angle, le dos redressé, bien droit, avec cette droiture de geste, de pensée et d'action. Naturellement, tous les jours au menu de tes jours. Je t'invite à présent à bouger les doigts de tes mains et de tes pieds, à ressentir l'énergie qui circule dans ton corps, à remercier ce corps qui te permet de faire toutes ces expériences, à prendre une grande inspiration en ayant conscience que par ce geste, tu participes au karma des arbres et en expirant le plus complètement possible, car tu as à présent conscience qu'à chaque expiration, tu participes à la croissance des arbres et à la vie sur Terre. Et quand tu es prêt, tu peux à présent ouvrir les yeux et revenir
dans l'ici et maintenant.